La formation des infirmiers est cruciale pour l'avenir de notre système de santé. Sont-ils bien formés? Pourquoi autant d'abandon? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Mallory Dupont, vous êtes étudiante en sciences infirmières. Bonjour. Bonjour. Émilie Seili, vous êtes infirmière en libéral. Bonjour. Bonjour. Et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la formation des infirmiers aujourd'hui? Oui, alors les étudiants infirmiers sont formés pendant 3 ans dans des IFSI, qui sont des instituts de formation en soins infirmiers, qui dépendent à la fois du ministère de la Santé et aussi du ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, il existe environ 350 IFSI partout en France, à la fois publics et privés. Pour candidater à la formation en IFSI, il faut passer par Parcoursup. Et d'ailleurs, c'est l'une des formations qui est le plus demandée sur la plateforme. On demande aux candidats d'avoir un intérêt pour les questions sanitaires et sociales, d'avoir des qualités humaines et des capacités relationnelles, mais pas que. Il faut aussi que les élèves aient de bonnes compétences en matière d'expression écrite et orale et des bases scientifiques. En IFSI, les élèves apprennent aussi bien la théorie que la pratique. Ils apprennent à prodiguer des soins, mais ils étudient aussi différentes choses comme les processus traumatiques, la psychologie, l'anthropologie, les questions autour de la santé publique, et ils apprennent à prodiguer des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Au total, les élèves infirmiers ont 6 stages à réaliser durant leur formation, c'est-à-dire un stage par semestre. Ils le font dans différents services, de façon à pouvoir voir un maximum de choses, mais aussi à pouvoir découvrir ce qui leur plaît vraiment. Et puis, les étudiants doivent d'ailleurs aussi réaliser un service sanitaire durant 6 semaines. Ça peut se faire au sein d'une PMI, mais aussi au sein d'un EHPAD, par exemple, ou bien d'un établissement scolaire, ou encore auprès d'une association telle que le Secours populaire. Et puis à la fin de leurs études, surtout, les élèves doivent présenter un mémoire de recherche sur un sujet bien particulier, ce qui est donc un parcours très riche, comme vous avez pu le voir, qui leur permet ensuite de travailler soit à l'hôpital, soit en clinique, ou bien en libéral, comme c'est le cas d'Émilie. Mallory, les études d'infirmière, alors je ne sais pas si on dit les études d'infirmière ou d'infirmier, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ces écoles, ont beaucoup changé. Il y a eu une refonte en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, donc en études en sciences infirmières comme ça, sont aujourd'hui sous le référentiel qui date de 2009. Et aujourd'hui, en 2023, ce qu'on remarque et le ressenti des étudiants de manière très globale, c'est que ce référentiel n'est plus d'actualité, mais que ce soit pour les étudiants, mais aussi au regard du système de santé actuel et aussi au regard des professionnels. Ce qui fait que notre formation, elle est impactée par ce référentiel qui n'est plus à jour. D'une part, vous avez pu mentionner les différents enseignements. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 59 matières, dites unités d'enseignement, avec un rythme de formation qui est très soutenu, ce qui fait que le rythme de formation est difficile pour les étudiants et étudiantes. Qu'est-ce qui posait problème finalement ? C'est le rythme. En fait, il y a un rythme entre les enseignements donc, en cours, donc à 35 heures semaine qui sont cadrés, mais au-delà des 35 heures, il y a tout un temps de travail personnel guidé, non guidé par les étudiants. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant va faire 8 heures de cours où il va assimiler des enseignements et en rentrant chez lui, on va encore retravailler pendant 1-2 heures nos cours pour se les approprier. Ce qui fait que ce rythme très soutenu, c'est aussi un rythme que l'on a en stage, où on a aussi des travaux à effectuer lors de nos stages qui font que les étudiants, pour beaucoup, sont usés par ce rythme de formation qui n'est pas aussi propice à s'approprier les enseignements qu'on perçoit. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est d'alléger un petit peu le programme pour que les infirmières, les étudiants en sciences infirmières, on a vu, soient finalement plus à même de suivre la formation. Il y a cette idée, donc, peut-être d'assouplir le référentiel, mais aussi de l'actualiser pour que celui-ci réponde vraiment aux besoins de santé actuels pour l'avenir de notre exercice en tant qu'infirmier par la suite, parce que certains enseignements donc, n'ont pas été revus depuis 2009. On remarque aussi parfois un manque de transversalité entre les différents enseignements, c'est-à-dire qu'on a du mal à identifier les liens entre des enseignements qui peuvent être séparés.
Et c'est des choses aujourd'hui qui impactent les études. Et au-delà de tout ça, ce qui est aussi très important à mettre en avant, c'est que les conditions de vie, les conditions d'études des étudiants infirmiers aujourd'hui sont difficiles. Il y a une enquête de la FNESI qui a été faite en 2022, donc la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières, qui donne des résultats accablants, choquants sur nos conditions de vie et d'études, notamment... on dit que, par exemple, pour la santé financière des étudiants, 52,8% des étudiants pensent que leur santé financière est mauvaise et très mauvaise, ce qui influe qu'on a 58,1% des étudiants qui travaillent lors de leurs études pour notamment les financer. Voilà, donc il y a une précarité qui est très ancrée. Donc l'idée de la réforme, c'est finalement d'adapter la formation, de la rendre peut-être peut-être plus facile aussi pour les étudiants d'aujourd'hui, où le programme était trop lourd. Alors, je pose la question à Émilie. Est-ce qu'il y a un risque de baisse de niveau? Est-ce que vous constatez justement le fait que les étudiants n'ont plus le niveau? Si on est obligé finalement de refondre cette formation, c'est que peut-être que les étudiants d'aujourd'hui ne peuvent plus suivre. Oui, c'est une demande et des étudiants et des professionnels sur le terrain, parce qu'il y a un décalage complet entre ce qu'on peut vivre sur le terrain et ce qu'ils apprennent parfois en enseignement. Il y a une baisse, effectivement. Moi qui justement ai été diplômée avant cette réforme et qui ai toujours accueilli des élèves infirmiers, que ce soit quand j'étais hospitalière ou maintenant en libéral, je vois un vrai changement dans le sens où, comme elle expliquait, il y a une transversalité qu'on n'avait pas. Nous, quand on a attaqué un module, on l'attaquait de A à Z, c'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, on faisait le cœur, eh bien on avait la physiopathe, l'anatomie, les maladies, enfin voilà, tout était lié. Tout en rapport avec le cœur. Avec le cardiovasculaire, et puis ensuite on passait à autre chose. Eux, c'est beaucoup plus décousu, ce qui fait que sur le terrain, concrètement, quand moi je pose des questions pour une surveillance, je sais pas, de prise de sang ou de choses concrètes, les élèves que j'ai en face de moi, ils savent pas de quoi je leur parle parfois. Ils sont pas, les liens ne se font pas. Il faut, justement, il faut des stages pour ça, et ça a toujours été. Donc ça, c'est très bien. Mais on voit que comparé à avant, où on avait aussi avant des mises en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on était jugé par nos pairs et une référence en stage. Donc on venait nous voir 2 fois par an, et ça en fait, si on validait pas, on passait pas dans l'année supérieure. Ça n'a plus lieu non plus. Donc il y a un manque de travail en stage, d'investissement, il y a moins. Avant, c'était imposé, maintenant, ça ne l'est pas forcément. Donc, il faut parfois courir après les étudiants pour qu'ils nous fassent des démarches, parce que je pense qu'ils sont épuisés. Ça, on le ressent aussi. Sur le terrain, on a des étudiants épuisés. On a une maltraitance qui a toujours existé. Avant les changements ou après, des étudiants infirmiers en stage, je l'ai vécu. Voilà, je vois des étudiants constamment qui me reportent des situations qu'ils ont vécues qui sont intolérables. C'est déjà des études difficiles. Par exemple, on vous dit tiens, tu t'assois pas avec les équipes. Toi, tu vas te mettre à part. Tu n'auras pas à t'asseoir avec l'équipe. D'ailleurs, tu t'assois pas tout court. Non, mais c'est carrément violent. Moi, on m'a dit, quand je suis venue pour passer mon diplôme d'État, la personne qui m'a accueillie et qui était ma référente en stage m'a dit, moi, j'en ai bavé pendant mes études, je vais t'en faire baver. Et j'en ai bavé pendant 2 mois. Et j'étais à ma fin d'études. Et j'étais à 2 doigts de mon DE et j'ai failli abandonner. Donc, je trouve inadmissible qu'une profession pour laquelle on est censé être empathique, je veux dire, on est censé prendre soin de l'autre, eh bien, on maltraite nos étudiants. Alors, ça s'explique, je pense aussi parce qu'ils sont le dernier maillon du système et qu'à l'hôpital, ça ne va pas forcément bien. Le système hospitalier est un peu écroulé. Donc, forcément, si vous avez du personnel qui est épuisé, voire même ils complètent parfois du manque de personnel, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas des gens en poste, et on va mettre des étudiants et puis on va leur demander de faire le boulot de l'infirmière, ce qui n'est pas du tout logique. Ce qui peut être aussi quand même très dangereux. Tout à fait. Et pour l'étudiant, et pour le patient, et pour nous qui sommes responsables effectivement de l'étudiant aussi, parce que moi je ne peux pas laisser mon élève sur le terrain de stage, j'en suis responsable. Donc les 3, oui. Il y a eu un gros changement aussi, c'est l'arrêt des concours à l'entrée des écoles d'infirmières et l'arrivée sur Parcoursup. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Emma ? Oui, bien sûr. Jusqu'en 2019, effectivement, pour intégrer un IFSI, il fallait passer un concours. Aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est plus le cas. Il faut passer par la plateforme Parcoursup. Donc, les IFSI analysent désormais des dossiers de candidats qui comprennent les bulletins de notes, mais aussi les lettres de motivation, ce qui a donc permis de supprimer les frais de candidature et de ne plus confronter les jeunes à un stressant concours. Et puis, ça a surtout permis, en fait,
à la formation d'être beaucoup plus attractive. En 2021, la formation infirmière est celle qui a le plus attiré sur Parcoursup, avec près de 700 000 vœux formulés sur la plateforme. Et puis, il y a quand même un problème à ça, parce que si la formation infirmière fait partie de celle qui séduit le plus, c'est aussi celle où il y a le plus de taux d'abandon. Chaque année, il y a 10% des étudiants qui arrêtent leur formation en cours de route. Et en Ile-de-France, ce taux grimpe même jusqu'à 18%. Comment on explique ce taux d'abandon ? Eh bien, comme je vous l'expliquais, déjà à cause de Parcoursup, à l'IFSI de Colmar par exemple en Alsace, le taux d'abandon a doublé depuis que le concours a disparu. Et puis c'est notamment la faute au manque justement d'entretien de motivation, parce que c'est difficile aujourd'hui simplement de se référer à un dossier et de plus avoir des candidats face à soi et de tester leur motivation, leur vocation. Et puis surtout qu'avant, quand les élèves rataient le concours en terminale, ils faisaient souvent une année de prépa, ce qui leur permettait notamment de gagner en maturité. Aujourd'hui, les élèves, du coup, ils arrivent en IFSI très jeunes, parfois même mineurs, et donc c'est difficile pour eux de se confronter à la dure réalité du métier. Et puis, vous le disiez, Émilie, il y a aussi les stages qui sont l'une des raisons pour lesquelles les jeunes abandonnent le plus, parce que déjà, effectivement, les infirmiers sont insuffisamment nombreux dans les services, et donc c'est difficile aussi pour eux déjà de réaliser toutes leurs tâches, toutes leurs missions. Alors en plus, avec des étudiants dans les pattes, c'est encore plus compliqué. Et puis, il y a effectivement ces situations de maltraitance dont on peut entendre souvent parler. C'est un véritable calvaire. Je me souviens d'une étudiante, Cécile, que j'avais eue au téléphone, qui m'avait raconté une histoire vraiment incroyable. Elle m'expliquait que ses collègues lui avaient demandé d'aller dans la chambre d'un patient pour lui faire sa toilette. Et au bout de quelques minutes, en fait, elle s'est rendue compte que le patient était malheureusement décédé. Et en sortant de la chambre, eh bien, les collègues l'ont regardé en riant. Il y a aussi une autre élève qui m'avait rapporté que ses collègues lui disaient régulièrement « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es qu'une menteuse, casse-toi ». Donc c'est difficile de fidéliser les étudiants quand on a ce genre de situation. Et puis pour ceux qui arrivent quand même jusqu'au diplôme, il y a aussi quand même un problème de fidélisation après. Aujourd'hui, il y a 180 000 diplômés de moins de 62 ans qui sont infirmiers et qui n'exercent pas leur profession. Mallory, est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner ? Effectivement, c'est quelque chose que je me suis posé la question lors de mes études, parce que j'ai vécu des situations difficiles de par la charge de travail, comme évoqué tout à l'heure moi aussi, les conditions en stage. J'ai également vécu ma formation lors de la Covid, ce qui a été aussi difficile. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a énormément d'étudiants qui ont peut-être un jour pensé à abandonner. Et effectivement, c'est un fait, d'après l'étude de l'AFNIS, donc il y avait 59,2% des étudiants qui ont pensé à arrêter. Et parmi les causes retenues, 32% c'était pour un souci, une difficulté rencontrée en stage, comme on a pu l'évoquer. 21% pour la formation théorique et 12% aussi pour des difficultés financières, où il y a une précarité qui est vraiment ancrée chez les étudiants. Pour revenir sur la fin du concours et la fin de la sélection à l'entrée en formation, c'est quelque chose qui a quand même permis d'arrêter cette sélection sur des moyens financiers pour les étudiants, parce que les étudiants devaient payer différents concours dans différents établissements pour être sûrs de pouvoir entrer. Ils devaient par la suite se déplacer dans les établissements de formation pour effectuer ces concours, et ils vivaient une situation à un temps ponctuel où ils étaient donc évalués sur leur capacité et leur projet professionnel de devenir infirmier, ce qui mettait des étudiants en situation de stress grandissant qui ne leur permettait pas forcément d'accéder, ou encore pour des personnes qui avaient des troubles dyscalculiques ou dyslexiques par exemple, il y avait des épreuves de tests écrits qui pouvaient freiner directement l'entrée dans les études à ces étudiants-là. Oui, mais quand même, le fait, bien sûr, mais c'est quand même très important de savoir compter quand on veut devenir infirmière. Oui, bien donc, sûr. Ne serait-ce que pour calculer les doses dans les traitements. Entièrement. Donc, en fait, ce concours, quand même si, évidemment, qu'il fallait souvent payer des prépas qui étaient assez chers, donc c'est pour ça qu'il a été supprimé, mais quand même, ça permettait d'avoir un niveau suffisant pour faire ces études. Le niveau requis pour accéder aux études est le niveau baccalauréat aujourd'hui. Ce qu'on remarque, et l'enjeu autour de l'entrée en études, c'est l'orientation, parce qu'aujourd'hui aussi, on sait que la filière, comme vous l'avez dit, est très attractive, mais peut-être que l'orientation n'est pas assez explicite sur qu'est-ce que demain va être la formation infirmier, qu'est-ce que demain va être mon exercice professionnel futur, comment construire mon projet d'orientation avant même de candidater à la formation. Oui, mais le niveau et le bac, mais on sait bien sûr qu'il y
a différents types de bacs. Et aujourd'hui, on prend des gens en IFSI, des élèves qui ont un bac professionnel ou un bac technologique, qui avant avaient 1 an de plus en prépa pour se préparer au concours. Et tous n'étaient pas admis. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, avec la suppression du concours, quand même une baisse du niveau des étudiants, ou c'est un faux problème? Ce qui me gêne, moi, dans la suppression du concours, c'est ce que je trouvais bien, c'est qu'on pouvait tester les motivations de nos futurs étudiants. Enfin, c'est les pairs, en fait, c'est un métier où on fonctionne comme ça, hein. C'est nous qui allons encadrer pendant le stage. Et donc, en fait, ça nous permettait de vraiment mettre à place ces motivations de départ. Et je pense là, il n'y a plus d'euros, en fait. Il n'y a plus d'euros de motivation. Et je pense que justement, le fait qu'il n'y ait plus ça, il y a des gens qui arrivent dans cette filière qui ont des super notes, mais qui n'avaient pas une motivation... ça reste sélectif quand même. Il n'y a plus de concours, mais ça reste sélectif. Oui, ça l'est. Donc je ne pense pas que ça baisse, parce que de toute façon, je vais vous dire une chose. Si moi, par exemple, je prends quelqu'un en stage et qui ne sait pas faire un calcul de dose, ça va être rédhibitoire. On va arrêter. Il y a un moment, en fait, au niveau des formatrices, c'est hyper important et on ne rigole pas avec ça. Donc voilà, on sait très bien que demain, une petite erreur d'un zéro, une virgule déplacée, ça tue la personne. Et il y en a eu, et malheureusement, on prie toutes pour que ça ne nous arrive pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose c'est au-dessus de nos têtes, hein, on le sait. Donc, il faut vraiment avoir les yeux bien ouverts. Donc, c'est nous qui allons juger ça. Et si ça passe pas, l'étudiant n'arrivera pas au bout de sa formation. Ça, non, ça c'est clair. Par contre, la première année et ces fameux 10% d'abandon, on se demande si justement c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui soient pas suffisamment avertis. Bon, c'est une vraie question. Moi, je serais pour le remettre et pour remettre des mises en situation professionnelle, peut-être pas avec des notes. Est-ce que vous participez justement à la sélection, à donner votre avis tout simplement sur la sélection en IFSI? C'est une admission aujourd'hui, mais effectivement, au nombre de candidatures, c'est une admission qui est mise quand même en avant sur le projet motivé. Et c'est quand même ça qui Donc reste, c'est la lettre de motivation qui est inscrite dans Parcoursup. C'est la lettre de motivation qui prime, et également les activités et centres d'intérêt qui sont mises en avant. On sait aussi que les futurs étudiants font les démarches, ou en tout cas sont encouragés à faire les démarches pour aller effectuer des stages lorsque c'est possible, des journées d'observation, participer à des salons d'orientation ou des journées portes ouvertes. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi confronter l'exercice. On sait quand même, soyons honnêtes, que beaucoup de lettres de motivation sont écrites par les parents, par les professeurs, maintenant par ChatGPT, que sais-je, ne sont pas toujours la vérité. On peut un petit peu, évidemment, mentir sur des lettres de motivation. Comment voir vraiment la motivation d'un élève? Nous, on en écrit nous-mêmes avec Emma. Hein. On est assez, on est assez transparent. Comment s'y fier? C'est aussi à identifier. C'est pour ça que dans les lettres de motivation, sont regardés les liens qui sont effectués. On peut être accompagné à écrire une lettre de motivation, mais on peut aussi faire transparaître nos réelles motivations par une réelle mise en lien avec ce qu'on a pu voir, si on a pu échanger avec des professionnels d'exercice, si on a pu rencontrer des professionnels d'exercice. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément mentir. Comme on l'a dit précédemment, mais quel lien fait-on entre, par exemple, l'exercice infirmier, la formation, jusqu'à quel point on a pu se renseigner sur la formation? C'est des choses qui peuvent transparaître dans les lettres de motivation et qui transparaissent dans certaines. Et là, elles sont lues, ces lettres de motivation, au moment de la sélection sur Parcoursup? Les lettres de motivation font partie des choses qui sont primordiales dans l'accès à la formation sur la plateforme Parcoursup. Après, peut-être qu'elle tend quand même à évoluer. Quand on parlait Ils en parlaient, je crois, dans la refonte de justement mieux. Je crois que c'est plutôt mieux expliquer justement les difficultés du métier, les critères et les points de sélection qu'on va réclamer à l'étudiant. Ça va être un petit peu plus développé, ça, justement. Entièrement, parce que le but, c'est, comme on l'a dit, de pouvoir arriver en première année et de savoir à quoi est-ce qu'on va pouvoir être confronté et de vraiment pouvoir construire son projet de formation. La clé, c'est vraiment la motivation quand même. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est un métier qu'on ne peut pas du tout faire sans motivation, sans amour. Enfin, il y a quelque chose ça parle dans le ventre. Enfin, c'est quelque chose de. C'est une vocation. C'est une vocation. La vocation, c'est peut-être quelque chose qui. La vocation, c'est quelque chose que parfois on peut chercher aussi à déconstruire, parce que on apprend un exercice, on apprend une formation. Lorsqu'on va arriver en première année, on ne sera pas infirmière. On va découvrir tout au long de nos 3 années d'études comment ça se passe en stage, quel service va m'attirer, où est-ce que je voudrais exercer, et on va construire notre appétence pour l'exercice de la profession. Et c'est pas forcément non plus inné à l'entrée en formation. Donc c'est des choses qui se construisent parce que son projet professionnel se construit, mais en amont, on peut aussi se renseigner sur un projet de formation, etc. Et aussi, on peut se rendre compte que peut-être qu'on aura une appétence pour une autre filière, et c'est aussi la réorientation peut aussi être possible. Donc il faut aussi pouvoir accepter ces choses-là. Il y a quelque chose qui est quand même assez paradoxal dans la formation d'infirmière, c'est que c'est un métier final, c'est une formation qui est en tête des vœux de Parcoursup.
Oui, mais je pense qu'il y a un décalage entre ce que les gens s'imaginent et ce qu'ils vont découvrir en réalité de terrain. Puis bon, c'est un peu sinistré, hein, la santé. Hein, mais est-ce que justement, le fait, pourquoi pas, de réinstaurer un entretien, déjà, est-ce que ça a été évoqué et est-ce que surtout, au-delà de la motivation de l'élève, c'est aussi l'occasion pour l'étudiant, enfin pour le candidat aussi, d'avoir un premier échange avec justement des professionnels qui peuvent lui parler un peu de la formation, voire du métier, et vérifier effectivement si c'est un candidat qui est vraiment motivé et surtout fait pour ça, vous le disiez, pour ce métier. À l'instar de l'entretien, il y a de nombreuses choses qui sont mises en place. Par exemple, il y a des ambassadeurs étudiants qui sont mis en avant. Peut-être c'est des dispositifs qui ne sont pas assez connus aussi. De mettre en place des ambassadeurs étudiants, c'est-à-dire échanger. C'est quoi, Sur Parcoursup, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices étudiants qui sont dans les établissements de formation où leur contact est accessible et où directement un futur ou une future candidat à la formation, et je vous l'invite si vous l'êtes, peut échanger avec cet étudiant pour découvrir la formation. Et donc, moi qui suis étudiante, je transmettrai au prochain étudiant infirmier ce que moi peut-être j'aurais aimé savoir avant de candidater. Et ça, c'est des choses qui peuvent vraiment construire un projet de formation et qui peuvent donc consolider le projet de formation de quelqu'un et peut-être l'orienter vers un autre projet de formation. J'ai aussi une autre question, c'est le fait que finalement, il y a plus de 300 IFSI en France, hein, les instituts de formation. Est-ce qu'ils sont du même niveau ? Est-ce que la formation peut être inégale ? Il y a des IFSI publics, des IFSI privés, même certains dépendent de la Croix-Rouge. Est-ce que le niveau est égal d'un institut à l'autre ? Alors, non, pas du tout. Émilie ? Non, pas du tout. On voit bien qu'il y a parfois on a du manque d'effectifs, des IFSI plus petits, des IFSI plus grands où on est noyé dans la masse. Mais les élèves nous le disent très bien, parce que moi je travaille avec 2 écoles, donc j'accueille des élèves infirmiers en stage libéral. Et donc j'ai une école de la PHP et une école du plutôt secteur privé. Oui. Et l'encadrement n'est pas du tout le même. Alors lequel est le mieux ? je fais un joker à cette... voilà. Bon. Mais ce qu'on voit surtout, plus c'est petit, mieux c'est, je pense. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'effectivement, donc il y a aussi une augmentation des effectifs étudiants qui aujourd'hui a impacté la pénurie, par exemple, parfois qui a mis en place des lieux de stage qui n'étaient plus accessibles, où les équipes pédagogiques n'ont pas forcément été augmentées, ni même la place dans les amphithéâtres. Donc ça, c'est des choses qui impactent la formation. Et aussi remettre en avant que ce référentiel n'est plus d'actualité, donc ça impacte aussi. Un référentiel, c'est un programme. Oui, c'est ça, voilà, c'est un programme national. C'est un programme national, parce que c'est un mot un peu technique. Oui, bien sûr. Le référentiel, c'est le programme, le programme scolaire. Voilà, c'est le programme sur les 3 années d'études qui est très défini, très précis et qui, dans l'application, est, comme on l'a dit, est pas forcément adapté. Et donc, qui met en difficulté parfois même dans l'application au sein des établissements de formation, qui est encore une fois très soutenu. Les étudiants aussi vont... C'est-à-dire qu'en fait, le programme est trop difficile et les étudiants ont du mal à suivre, en fait. Pas forcément trop difficile, mais trop dense. La façon dont il est enseigné, en fait, c'est ça. C'est un peu plus la façon dont il vous est restitué et vous, la difficulté que vous avez à tout avaler. Il faut savoir que parfois, ils sont en stage, donc ils font les mêmes journées que moi. Déjà que moi, je rentre, je suis fatiguée. Mais voilà, et eux, ils ont encore en plus du travail. Moi, je vais leur demander de prendre 2 patients et de faire ce qu'on appelle des démarches de soins, c'est-à-dire qu'ils vont décortiquer le patient de A à Z, savoir pourquoi on le soigne, etc. C'est là où on apprend à faire les liens, les fameux liens. Et avant, en fait, on était évalués sur ce genre de pratique. Oui. Quelqu'un de l'école venait et avec la personne qui est encadrée en stage, on allait évaluer l'élève sur un soin. Ça, en votre présence. Voilà, ça a disparu. On est toujours dans le cadre de l'encadrement en stage. Voilà, maintenant c'est continu, en fait. Ça va être beaucoup plus continu. Ce ne sera pas sous forme d'examen, finalement. Non, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une politique d'encadrement qui est mise en place sur les stages où, normalement, on devrait être encadré par un ou une tuteur ou tutrice qui doit être formée. Mais dans la réalité de la chose, les infirmiers et infirmières n'ont pas forcément le temps de nous encadrer, ne sont pas tous des tuteurs et des tutrices formés. Ils n'ont pas de temps dédié à l'encadrement, donc c'est en plus. Voilà, c'est pas un souhait. On leur impose un peu. Ah oui, non, D'où en fait finalement les cas de maltraitance. Parce qu'en fait on leur impose des jeunes dont ils ne veulent pas en fait. Eux déjà ils sont extrêmement limites. Si par exemple je sais pas dans leur service c'est surchargé, qu'ils ont beaucoup de travail, on leur impose. C'est clairement. Moi j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas forcément. Enfin tout le monde n'a pas cette. Ils devraient être contents quand même d'avoir de l'aide, d'avoir des jeunes qui viennent un peu donner un coup de. C'est pas de l'aide. On doit être accompagné, on doit être encadré. On est dans une démarche de formation, donc on doit être encadré, avoir du temps dédié à notre encadrement. Et la maltraitance
qu'on identifie parce qu'il y a énormément de maltraitance. Vous avez beaucoup de retours justement sur des étudiants, des étudiantes harcelées, on peut le dire. Sur l'enquête de 2022 de la FNESI. Non mais vous-même, autant de l'enquête, c'est une chose, mais est-ce que vous avez des retours de témoignages d'étudiantes? Elle présente de nombreux témoignages que j'ai pas, mais sur les chiffres, il y a 4 étudiants sur 10 qui ont été harcelés en stage. On a des témoignages écrits qui sont accablants, mais que j'ai aussi moi-même vécu. Enfin, que en tant qu'étudiant, on a vécu un jour. Est-ce qu'il y a un témoignage, par exemple, qui vous a marqué? Un témoignage similaire à celui qui a été évoqué tout à l'heure, où on a amené un étudiant, mais parfois ça va être 6 étudiants qui vont être dans un service pour un infirmier. Comment est-ce qu'un infirmier peut-il encadrer 6 étudiants en même temps? C'est des choses qui sont anormales et on identifie une maltraitance institutionnelle où les étudiants sont le reflet du système de santé et donc en pâtissent aussi sur ces conditions, en tout cas pour les lieux de stage. Et les stages aujourd'hui sont une source d'angoisse, d'anxiété et d'abandon de la formation pour des étudiants qui vivent des situations très difficiles. Alors qu'on a tellement besoin d'infirmiers et d'infirmières. Donc le tutorat, qui effectivement est envisagé dans la refonte, je le trouve essentiel. C'est vraiment un engagement et du professionnel qui va lui faire une petite formation, qui va apprendre du coup à pouvoir donner à l'étudiant ce qu'il peut lui transmettre. Et c'est vraiment essentiel. Et pour l'élève, on croise les doigts pour la refonte de 2024. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission passionnante et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Paris d'école.